contextuelle, mais il donne naissance à une valeur référentielle. Et ce noyau de sens doit être abstractivement dégagé à partir de ces produits, c'est-à-dire de ces sens contextuels. Voilà donc une approche qui nous paraît pertinente pour l'étude sémantique de la préposition. Maintenant, nous allons voir de près les études sur la préposition dans. Mais avant de le faire, il faudrait rappeler les termes indispensables et les anciennes approches pour décrire le sens de dans. On va le faire rapidement. D'un côté, on a une tripartition traditionnelle pour catégoriser les emplois de la préposition spatiale. On a les emplois spatiaux, les emplois temporels et les emplois notionnels. Et de l'autre côté, il y a deux termes indispensables pour décrire une préposition spatiale, comme dans l'énoncé suivant, le livre est dans la boîte. Dans cet énoncé, le livre est l'objet à localiser, ce qu'on appelle dans ce domaine la cible. Et l'objet et la boîte est un objet de référence, ce qu'on appelle dans le domaine le site. Et dans la littérature, on a en gros deux approches pour décrire la signification d'une préposition spatiale. D'un côté, on a des approches géométriques ou topologiques qui utilisent les notions spatiales pour cette description. Par exemple, la dimensionnalité, les axes vertical, frontal, latéral et la distance entre objets. Et de l'autre côté, on a une approche purement fonctionnelle que propose Vandeloise pour décrire les prépositions spatiales en français. Dans le cas de la préposition temps, il emprunte la notion fonctionnelle de contenir. Donc, il affirme que temps exprime une relation contenant contenu. Si A est dans B, si le site contient ou tient partiellement la cible. Mais quelle est notre position? Voyons ensemble d'abord les trois énoncés suivants. Le saucisson est conservé dans le frigo, le saucisson est dans l'assiette et le saucisson est posé sur le plateau. Si dans énoncé 1, le frigo donne une image typique d'un récipient à 3 dimensions fermé qui justifie l'emploi de temps, alors que dans l'énoncé 2, l'assiette donne une image plus proche du plateau que du frigo. Pourquoi on utilise encore dans l'énoncé 2? Selon Vandeloise, ça dépend de la fonction pour laquelle on a inventé l'assiette. Donc, notre position est que l'aspect géométrique et l'aspect fonctionnel contribuent tous à l'interprétation des emplois d'une préposition spatiale. Nous avons donc emprunté un modèle de la représentation spécialement pour les prépositions spatiales. Qui a été développé par un ensemble de cognitivistes que je cite ici. C'est le modèle géométrique et fonctionnel pour la signification des prépositions spatiales. Nous allons parler des idées essentielles de ce modèle. Ici, je mets en place une figure pour illustrer les idées essentielles. D'abord, le sens contextuel d'une préposition spatiale est né de son noyau sémantique sous forme d'une image schéma, qui est en effet une abstraction des scènes spatiales que nous percevons de nos expériences sensorielles. Donc, cette image schéma est un reflet de nos expériences sur le plan cognitif. Cette image schéma a une structure à deux composants, la géométrie et la fonction. Le premier est à caractère dominant alors que le second est à caractère
récessif. Pour identifier le sens contextuel d'une préposition spatiale, la géométrie est au premier plan et la fonction en arrière-plan. En principe, chaque préposition spatiale est destinée à l'origine à décrire une relation spatiale spécifique. Et on peut la représenter par une configuration topologique qui est de nature prototypique. Par exemple, dans le cas de la préposition temps, voilà une configuration topologique pour une relation exprimée par temps. Et dans cette configuration, on a un objet à 3D avec un intérieur plus ou moins vide et là-dedans, il y a un contenu. Dans un emploi concret de la préposition, surtout dans le domaine spatial, la relation contextuelle doit garder certaines similarités avec la configuration prototypique pour qu'on puisse saisir le sens. En revanche, lorsque cette similarité topologique n'est plus évidente, donc la géométrie ne fonctionne pas très bien pour identifier le sens, la fonction sort de son arrière-plan pour aider à justifier l'emploi de temps dans le contexte. Rappelons les deux énoncés qu'on a évoqués tout à l'heure. Le saucisson est dans le frigo et le saucisson est dans l'assiette. Ici, si l'image dans le frigo correspond parfaitement à la configuration prototypique de temps, l'image dans l'assiette correspond mal à cette configuration. Par contre, l'image de l'assiette semble être plus proche d'un plateau qui est le site typique de la préposition sur. Dans ce cas-là, la géométrie ne suffit plus à elle seule à justifier cet emploi. Donc, on demande un effort de l'aspect fonctionnel. L'assiette sert à contenir la nourriture. Et le noyau de sens sous forme image, schéma est un ensemble indissociable à deux composants. Chaque composant possède ses propres traits et les traits fonctionnels sont déduits de la configuration topologique ou bien de l'aspect géométrique. Pour un emploi concret de la préposition, le sens contextuel résulte de la mise en science de l'un ou certains traits. Il y a trois cas de figure. On peut mettre en séance uniquement les traits géométriques dans le domaine spatial pour exprimer une relation spatiale topologique. On peut aussi mettre en séance à la fois certains traits géométriques et certains traits fonctionnels. Dans le cas de l'expression d'une relation spatiale moins prototypique comme dans l'assiette. Et le troisième cas de figure, c'est on peut projeter uniquement les traits fonctionnels dans les domaines des notions pour obtenir les sens métaphoriques. Voilà les idées essentielles de ce modèle de la représentation. La question que nous confrontons maintenant, c'est comment faire sortir les traits. Donc, comment dégager abstractivement les traits à partir des emplois de temps que nous observons dans notre corpus. Quelle méthode apprendre? Revenons d'abord à la structure syntaxique de la préposition. Dans l'expression d'une relation spatiale, comme dans le dessert dans le frigo ou le dessert sur la table, on a à deux côtés de la préposition la cible et le site. La cible est toujours le dessert, alors que le site change, ce qui entraîne une différence en termes d'interaction et qui, à son tour, donne deux relations spatiales. Donc, on a deux prépositions ici, dans et sur. Intuitivement ou bien empiriquement, on peut dire que le site joue un rôle important pour déterminer la relation exprimée par la préposition spatiale. En effet, on peut aussi expliquer cette intuition sur le plan informationnel.
On est tous d'accord que la préposition spatiale exprime une relation. Qui dit la relation dit l'interaction de deux partenaires. Ici donc, les deux partenaires sont la cible et le site. Sur le plan informationnel, la cible est un objet inconnu alors que le site est un objet connu. On recourt à des propriétés d'un objet connu pour reconnaître ce que l'on ne connaît pas encore. Donc, on peut dire que les propriétés du site qu'on motive par exprès jouent un rôle essentiel pour définir l'interaction entre cible et site, autrement dit, pour définir la préposition à utiliser. Dans ce sens, nous décidons de décrire les emplois de notre préposition à partir d'une étude du site, en espérant que cette étude du site peut nous aider à dégager les propriétés, donc dégager les traits pour justifier les emplois de temps. Et à partir de là, nous conclurons les traits dans le noyau sémantique de notre préposition. Alors, la question est déplacée maintenant vers une étude de la catégorisation des sites de temps. Mais avant de le faire, il faut expliquer trois notions de l'enquêteur qui sont importantes pour cette étude. D'abord, ce sont les notions de profil et base. La notion profil-base est au centre de la description sémantique de l'enquêteur. La structure sémantique des mots est reliée de manière inhérente aux connaissances générales de nature encyclopédique. La structure sémantique d'un mot est d'une portion particulière des connaissances encyclopédiques mises en science, donc highlighted, contre un contexte qui comprend toutes sortes de connaissances reliées directement ou indirectement au concept de ce mot. Cette portion particulière qui est mise en science, ou bien on peut dire qui est profilée dans une structure sémantique particulière, est le profil. Et le contexte de connaissance dans lequel le profil se situe est la base. Par exemple, on a deux mots, le pneu et le volant. Le pneu et le volant, selon l'enquêteur, ont la même base. Ce sont les connaissances concernant un véhicule. Puisque notre attention est accordée aux différentes parties de la base, ils sont de différentes structures sémantiques. On dit que le pneu, c'est une enveloppe souple et résistante en caoutchouc et contenant de l'air et adapté à la jante des roues d'un véhicule et le volant, c'est un organe circulaire de commande des roues directrices d'une automobile. Donc, de manière la plus simple, on peut dire que la base, ce sont toutes les connaissances qu'on a sur le concept mot. Alors que le profil, c'est ce que le mot peut signifier dans une langue. Maintenant, parlons de la zone active. La zone active est un phénomène sémantique similaire du profil, mais il est basé sur le contexte de l'énonciation. Regardons ensemble les deux énoncés. D'abord, il y a une carte d'invitation dans la boîte aux lettres et puis il y a une carte d'invitation sur la boîte aux lettres. Dans les deux énoncés, les sites renvoient à un même objet, mais ce qui est différent, c'est la zone active dans le profil de la boîte aux lettres. Dans l'énoncé 1, la zone active de la boîte aux lettres, c'est la boîte aux lettres dans son ensemble, alors que dans l'énoncé 2, la zone active, c'est la surface supérieure de la boîte aux lettres. Donc, on peut comprendre la zone active de l'enquêteur comme une sorte de sens contextuel. Le profil et la base d'une structure sémantique peuvent exister sans contexte particulier. Par contre, la zone active n'existe que dans une colocation avec les autres unités lexicales. Mais attention, un contexte particulier peut activer une zone dans le profil et aussi dans la base du mot. Voilà, regardons ces notions en tête et maintenant nous allons parler de la méthode que nous empruntons pour cette étude du site.
C'est une méthode d'un linguiste cognitiviste anglais, Hawkins, mais nous allons suivre ses idées avec, bien sûr, un regard critique. Dans ses études sur les prépositions anglaises in, into, through, Hawkins remarque que les objets qui peuvent être le site de ces prépositions manifestent certains contenus sémantiques en commun qui jouent un rôle primordial pour déclencher l'usage de ces prépositions. Et il désigne cette catégorie qui regroupe les sites de ces prépositions comme médium. Ben, ici, nous gardons cette appellation. Et donc, il s'agit avant tout d'une question de la catégorisation. Et Hawkins propose une approche alternative pour traiter la question de la catégorisation. Enfin, alternative, c'est selon lui. Il pense que cette alternative peuvent réconcilier les deux modèles, le modèle classique et le modèle prototypique. Mais pour lui, avant tout, la catégorie naturelle dispose en général d'une structure prototypique qu'il appelle le central tendencies within the category, donc une structure à tendance concentrique. Mais pour lui, il ne faut pas oublier deux valeurs fondamentales de la catégorisation. C'est inclusion et l'exclusion. Car un acte de catégorisation, c'est avant tout un acte de la distinction. Si on distingue les objets du monde pour les mettre en catégorie, c'est qu'on inclut les uns tout en excluant les autres. Ces deux valeurs trop insistées dans le modèle aristotélicien sont pour Hawkins plus ou moins négligées dans le modèle de Roche. Ce que Hawkins veut faire pour nous, selon nous, c'est de suivre le principe de Roche tout en faisant revenir les deux valeurs distinctives. Voyons maintenant quelle est sa méthode, quelle est sa proposition. Lui, la catégorie naturelle a une structure centre-périphérique. Au centre de la catégorie, les deux valeurs distinctives, inclusion et exclusion, devraient être mieux respectées parce que c'est fondamental pour établir la catégorie. Les membres du centre remplissent tous dans leur profil ou dans leur base certaines conditions qui sont pour lui le principe de l'association centrale. Et Hawkins formule ce principe par cette phrase. Si un objet 1 présente des propriétés X, cet objet est associé à cette catégorie X. Donc, on voit une formulation proche du concept aristotélicien et le principe de l'association centrale sert à justifier la légitimité des membres au centre catégoriel sans avoir à recourir aux autres éléments de la catégorie. Dans ce sens, on dit que le principe de l'association au centre est de nature indépendante. Donc, on a le terme abrégé BAI. À la périphérie, on voit mieux une organisation prototypique. Regardons d'abord comment Hawkins formule un principe de l'association périphérique. Je traduis en français. Vu certains objets 1 dont l'association à la catégorie X est indépendamment motivée et les autres objets 2 dont l'association à la catégorie X n'est pas encore établie. Les objets 2 peuvent être associés à la catégorie si 1 présente les propriétés Y et 2 présentent aussi les propriétés Y. Ainsi, les membres de la périphérie sont acceptés dans la catégorie sous condition qu'ils présentent certaines propriétés en commun avec les membres qui sont déjà admis dans la catégorie. Et les objets en attente de l'admission à la catégories sont appelés par Hawkins les candidats et les membres catégoriels sur lesquels les candidats
s'appuient pour être acceptés dans la catégorie sont appelés par Hawkins sponsors. Les principes de l'association à la périphérie et dans ce sens sont de nature dépendante. Donc, on a le terme abrégé PAD. Les candidats peuvent prendre les membres au centre comme leurs sponsors. Dans ce cas-là, ces membres périphériques se situent donc plus proches du centre. Mais ils peuvent aussi prendre les membres périphériques comme sponsors. Dans ce cas-là, les candidats se situent moins proches du centre. C'est là qu'on retrouve l'idée d'une organisation prototypique de la catégorie. Voyons maintenant qu'est-ce que ça donne, cette approche alternative dans l'étude de la catégorie médium. En effet, cet auteur conclut 6 principes de l'association, dont 1 au centre et 5 à la périphérie. Dans la limite de notre exposé, nous allons présenter que le fonctionnement du principe central et 2 principes périphériques. Un qui est plus proche du centre et l'autre qui est moins proche du centre. Au centre catégoriel, tous les membres doivent répondre à un principe de l'association centrale qui est sans rien d'étonnant, qui est 3 dimensions. Ces membres, une fois remplis ce critère et entrés au centre, ne sont pas dispersés n'importe où dans le centre. Ils sont sous-catégorisés selon certaines propriétés qu'ils manifestent. Attention, ici, seul le principe 3D que l'on met entre crochets est un critère pour décider si un objet peut entrer ou non dans le centre. Et les autres propriétés que l'on met entre parenthèses ne sont que les propriétés pour la sous-catégorisation. Elles ne décident pas si un objet peut entrer au centre ou non. Mais par contre, elles pourraient devenir le critère pour une association à la périphérie. Ça, on va le regarder après. Dans le centre, les membres sont sous-catégorisés selon les propriétés, par exemple la frontière et la complétude de la frontière. Dans un premier temps, on a la propriété, la frontière pour la sous-catégorisation. D'un côté, on a les objets qui présentent une frontière et de l'autre côté, on a des objets qui ne présentent pas de frontière. Par exemple, pour les objets qui ne présentent pas de frontière, on a un groupe d'objets comme air, poussière et l'eau. Et les autres objets présentent tous une frontière, plus ou moins une frontière. Et dans un second temps, on divise les objets qui ont une frontière par la complétitude de cette frontière. D'un côté, on a des objets qui présentent une frontière complète et de l'autre côté, rien d'étonnant, une frontière partielle. Et dans un troisième temps, cet auteur prend une propriété qui est le contraste de consistance entre intérieur et frontière pour sous-catégoriser encore. Et qu'est-ce que ça veut dire, le contraste de consistance entre intérieur et frontière? En fait, Van der Waals a décrit ce phénomène par le terme de cavité. Et aussi un autre cognitiviste hollandais, Gukens, emprunte le terme de porosité pour cette sous-catégorisation. L'idée, c'est s'il y a le contraste de consistance entre intérieur et frontière, cet intérieur est un espace à 3D plus ou moins vide, comme le cas de cabinet, de voiture et de la maison et de la chambre. Et si ce contraste ne présente pas, on a un autre groupe d'objets comme pommes et gâteaux
dont on peut, pour ces objets-là, même si on peut percevoir une frontière, mais à l'intérieur, c'est un espace dense. Voilà ce qui se passe au centre de cette catégorie. Et donc, on a le principe central que Hawkins propose tout simplement et rien d'étonnant, 3 dimensions. Puis, nous allons voir un principe de l'association périphérique qui est obtenu à partir de la propriété, la frontière. Dans cette sous-catégorie, on voit une série de mots, la vase, la tasse, la soucoupe. La saillance d'un espace à 3 dimensions diminue en raison d'une réduction de la frontière sur l'axe vertical. Cette réduction continue à la soucoupe. Hawkins la compare avec l'expression The men stand in a circle. Donc, les hommes sont debout dans un cercle. Si la soucoupe a une moindre frontière sur l'axe vertical, le cercle est tout à fait un objet à 2 dimensions. Selon Hawkins, même si de vase à tasse à soucoupe, la frontière diminue dans les 3 dimensions. On a toujours une frontière fermée en bas, donc une frontière fermée dans les 2 dimensions. Donc, vu la propriété frontière fermée dans les 2 dimensions est présente chez certains membres du centre, les objets 2 dimensions à une frontière fermée, comme cercle sont associés à la périphérie de médium. Voilà un premier principe de l'association périphérique qui est frontière fermée dans les 2 dimensions. En même temps, il affirme que la frontière entre centre et périphérique n'est pas nette. Du centre à la périphérie, il s'agit d'une question de degrés. Il existe un continuum avec 2 paramètres, la dimensionnalité et la frontière. Dans un premier temps, dans le centre ou proche du centre, la dimensionnalité reste un critère de l'association, mais plus on descend sur ce continuum, moins la dimensionnalité a un statut de critère. Pour certains noms qu'il observe dans son corpus, on hésite à les concevoir comme un objet à 3D ou à 2D. Par exemple, ce sont ces mots-là. Par exemple, pour une rue, en elle-même, c'est une surface sur la Terre, donc à 2D. Mais si on considère que la rue délimite un espace, dans ce cas-là, on peut considérer que le mot représente un espace à 3D. Et Hawkins a dit que c'est à partir de ce cas-là, la propriété frontière commence à acquérir son statut de critère au détriment de l'ancien critère 3 dimensions. Regardons maintenant un deuxième principe périphérique. On a un groupe de mots qu'il appelle les noms géopolitiques, comme street, road, city, Paris, country, France, village, region. Ils sont limités par les frontières qu'on leur impose. Donc, dans le profil de ces noms, ils sont des régions de la Terre délimitées. Hawkins observe un autre groupe de mots qu'il appelle les noms géographiques, comme le désert, la montagne, le sud, etc. Il rapproche ces noms géographiques aux noms géopolitiques par la similarité qu'il perçoit entre ces 2 groupes de mots. Tous les 2 groupes de mots ont pour la même base les connaissances concernant la Terre. Il propose donc un deuxième principe périphérique que je traduis en français par vu l'existence des noms qui présentent profil contre la base concernant les connaissances de la Terre et qui sont associés à médium déjà par PAT1, donc la frontière fermée dans les 2 dimensions, c'est la PAT1. Tous les autres noms qui présentent profil
contre la base concernant les connaissances de la Terre peuvent être associées à la périphérie de médium. Voilà un deuxième principe périphérique. Et le sponsor, cette fois-ci, est des membres périphériques et les candidats donc se situent moins proches du centre. Voilà une illustration du travail de Hawkins. Nous acceptons l'idée de cette approche alternative de la catégorisation, mais nous ne sommes pas d'accord avec certains principes périphériques qu'il propose. Par exemple, dans le cas du deuxième principe périphérique qu'il propose, ce qui nous paraît assez problématique, parce que si tous les mots qui font référence à des connaissances de la Terre peuvent entrer dans médium, pourquoi on dit en français sur la plage, sur la falaise, sur les collines? Voilà notre critique, un résumé de notre critique. Selon Hawkins, les noms, surtout les noms à la périphérie, sont associés à médium grâce à une relation identique qu'on peut percevoir entre candidat et sponsor. Mais ce n'est qu'un aspect superficiel du phénomène. Il ne faut pas oublier qu'un nom est catégorisé en tant que membre de médium parce qu'il est avant tout le site de la préposition. Autrement dit que le nom est motivé pour être le site de la préposition. Et c'est en effet cette motivation qui justifie le statut catégoriel de ce nom. Donc, nous allons suivre les principes de Hawkins pour catégoriser les sites de la préposition temps dans notre corpus. Et à partir de là, nous nous interrogeons davantage sur quelles sont les motivations qui permettent à ces objets de s'intégrer dans la catégorie. Et ici, dans notre cas, on appelle tout simplement la catégorie médium temps. Dans le cadre de notre exposé, nous allons présenter les sites pour les emplois dans le domaine spatial et les sites pour les emplois dans 3 domaines notionnels, ce qui nous paraît déjà suffisant pour arriver à notre conclusion finale. Nous regroupons tous les sites en emplois spatiaux et les sites au centre doivent tous répondre aux critères 3 dimensions. La sous-catégorisation à l'intérieur de ce centre catégoriel serait proche de la démarche de Hawkins. Voyons cette sous-catégorisation dans son ensemble. On a les propriétés comme frontière intérieure et complétude de la frontière pour sous-catégoriser les objets du site. Mais nous avons aussi 2 différences par rapport à la sous-catégorisation que propose Hawkins. D'abord, on met les objets solides qu'on a évoqués tout à l'heure comme pommes dans la sous-catégorie intérieure. D'abord, voilà 3 énoncés. 1. Un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que tenait Julien. 2. Les tours de Notre-Dame sont venues s'y encadrer, bleues et à demi effacées dans la brume de Paris. 3. On lui apprit qu'il, c'est-à-dire les eaux du sang, étaient cachées dans la charmante figure de cire. Bien que dans l'énoncé 3, le site, c'est la figure de cire qui est un objet dont on peut percevoir la frontière. La zone qui est activée dans ce contexte-là, c'est toujours l'intérieur de la figure de cire. Même s'il a un espace dense. C'est grâce à ça qu'on met la liquide, l'air et solide tous ensemble dans cette sous-catégorie. Puis, la seconde différence est le problème des noms de lieux. Donc, les noms géopolitiques et les noms géographiques.
Contrairement à ce que Hawkins propose, nous considérons les noms géopolitiques comme Paris, la rue de Voltaire, et les noms géopolitiques comme jardin, désert ou bien la forêt comme les noms qui possèdent dans leur base un espace 3D avec une frontière plus ou moins nette. Même si pour le cas de cercle que de cercle que Hawkins a cité dans son travail. Un cercle, c'est un objet à deux dimensions en lui-même. Dans le profil du cercle, il est toujours un objet délimité dans deux dimensions. Mais lorsqu'on dit renfermer les rois dans un cercle, dans ce contexte concret, le cercle ne renvoie plus à lui seul. Il renvoie en effet à un espace étendu dans les trois dimensions à partir de ce cercle. Cet espace a une frontière nette, fermée dans deux dimensions, mais il est mal délimité dans la troisième dimension. Dans ce sens, les noms avec une frontière floue dans les trois dimensions comme forêt et air, comme forêt et jardin et Paris, rejoignent en fait les noms qui mettent en saillance un intérieur 3D comme liquide, air et solide. Voilà ce qui se passe pour les emplois spatiaux de temps que nous observons. À travers toutes ces répartitions, nous nous demandons maintenant quelles sont les motivations pour que les objets puissent être le site spatial de temps. Autrement dit, quels traits peut-on dégager de ces emplois spatiaux? Déjà, pour l'aspect géométrique d'une relation exprimée par temps, nous observons deux traits, la frontière et l'intérieur. Les objets du site de temps en emploi spatial, soit ils sont un espace vide, donc il y a un creux à l'intérieur, délimité dans les trois dimensions par une frontière plus ou moins complète. Mais ces frontières sont cognitivement saillantes. Soit ils sont, dans ce cas-là, dans le cas de l'intérieur, ils sont un espace plein, donc avec un intérieur dense, sans avoir une frontière qui est cognitivement saillante. Cette observation correspond en effet à notre intuition pour une configuration topologique d'une relation prototypique exprimée par temps. Voilà une configuration topologique à 3D. Si on regarde sa section transversale, on a donc comme élément géométrique un intérieur, une frontière et puis un extérieur. Dans mon corpus, la notion de l'extérieur n'est pas saillante dans les emplois. Nous disons donc que les notions intérieures et frontières sont dans le profil des relations spatiales exprimées par temps. Et la notion extérieure recule donc dans la base de ces relations. Par conséquent, on a d'abord deux traits de nature géométrique dans notre noyau sémantique. Mais comme ce que nous en avons parlé, les traits géométriques ne sont pas suffisants pour justifier tous les emplois de temps, notamment pour les emplois métaphoriques de temps. Nous allons maintenant catégoriser les sites en emplois métaphoriques de temps dans notre corpus. Après une étude des sites, nous observons que temps peut être utilisé dans les domaines suivants. Par exemple, dans le domaine temporel, on dit par exemple dans la jeunesse, dans la journée, dans 3 jours. Et dans le domaine événementiel, on dit par exemple dans une négociation, dans les élections. Et dans le domaine de l'espace social, on peut dire dans la famille, dans les classes libérales et dans le régiment d'infanterie.
Et puis, dans le domaine du sentiment, on peut dire dans son colère, dans son embarras et dans le doute. Et aussi, on a le cas du domaine de l'environnement, par exemple dans l'obscurité, dans le silence. Ou bien, on a aussi le domaine que j'appelle porteur des infos, par exemple dans le journal, dans un roman. Ces notions, ces domaines notionnels représentent environ 92% des emplois métaphoriques de temps, mais il nous reste encore des emplois qu'on n'a pas encore catégorisés. Ce que nous voulons connaître, c'est comment les emplois métaphoriques sont obtenus à partir du noyau sémantique. Donc, quelles sont les motivations? Pour ce faire, il y a un point de vue que j'aimerais préciser avant tout. S'il y a dans certaines mesures une objectivité pour interpréter une relation spatiale, parce que même si l'interprétation d'une relation spatiale dépend aussi de nos facultés cognitives, il y a malgré tout une relation qui existe dans l'espace, donc qui existe en dehors de nous. Mais pour les relations métaphoriques, ça demande une sorte de subjectivité au niveau de la culture, c'est-à-dire une convention sociale en liaison avec la culture d'une communauté linguistique. Donc, si nous voulons les étudier de près, il faudrait une étude plus raffinée du point de vue de la culture ou encore de l'anthropologie, ce qui est malheureusement plus ou moins négligé dans ce courant cognitiviste. Mais ici, dans le cadre de notre travail, sachant qu'à ma connaissance, à ma pauvre connaissance, il y a encore peu d'études sur les emplois métaphoriques des prépositions spatiales. Nous nous contentons de conclure les emplois métaphoriques pour lesquels nous pouvons trouver une justification à travers notre corpus. De fait, nous avons conclu cet emploi métaphorique et trouvé une explication pour les 7 emplois et ces 7 domaines notionnels présentent déjà à peu près 90% des emplois métaphoriques. Ici, dans la dernière étape de mon exposé, nous allons présenter de manière brève 3 domaines notionnels pour conclure les traits fonctionnels dans le noyau sémantique de temps. Avant de les présenter, revenons sur la question de la représentation, de la signification. Selon la théorie du modèle géométrique et fonctionnel, les traits fonctionnels peuvent être déduits à partir des traits géométriques. Ici, nous avons conclu 2 traits géométriques du noyau sémantique. D'un côté, on a une frontière avec un intérieur à 3 dimensions plus ou moins vide. Et de l'autre côté, on a un intérieur à 3 dimensions plein, sans frontière nette. Quelles sont les fonctions que ces aspects géométriques pourraient produire? Et Van der Waals utilise la notion contenant, contenu, donc la notion de contenir pour décrire la préposition temps. Mais cette notion fonctionnelle de contenir est jugée par la suite trop vague pour décrire l'usage de temps. Nous allons voir ce qui se passe derrière cette notion fonctionnelle. Quels sont les traits fonctionnels plus fondamentaux pour assurer cette fonction de contenir. Nous allons les dégager à travers l'étude des sens métaphoriques. Ici, je cite 3 domaines notionnels. D'abord, c'est l'usage de temps dans le domaine du temps. Regardons ensemble les 2 premiers énoncés. Énoncé 1, le jour dans l'intervalle des leçons des enfants. Il venait dans ses rochers avec le livre unique, règles de sa conduite et objet de ses transports. Et énoncé 2. Son âme
était fatigué de ce grand nombre d'émotions puissantes qu'il avait agitées dans cette journée. Rappelons ensemble la notion de la métaphore. Selon la théorie de la métaphore, un sens métaphorique est né dans un processus de l'interaction, donc blending, dans lequel certaines propriétés du domaine de source sont projetées, sont transférées dans le domaine de cible, et puis ces propriétés s'adaptent aux propriétés du domaine de cible pour produire un sens métaphorique. Examinons les deux premiers énoncés. Il est évident que dans les deux premiers énoncés, représente un intervalle du temps. C'est une durée du temps délimitée. Pour obtenir ce sens, certaines propriétés spatiales doivent se projeter dans le domaine temporel et s'adapter ensuite au caractère du temps. Ici, effectivement, c'est le trait, la frontière dans les trois dimensions qui est projetée dans le domaine temporel. Il s'adapte ensuite à la caractéristique fondamentale du temps, qui est la linéarité. Et cela produit un effet de la délimitation. Et nous voilà donc un intervalle du temps bien délimité dans le cas du temps passé, ou plutôt dans le cas de l'aspect accompli. Pour le futur, c'est une autre situation. Voyons ensemble les deux dernières énoncés. L'énoncé 3, allez mon cher ami, réfléchissez et revenez dans 3 jours me rendre une réponse définitive. Et 4, elle se vit aussi heureuse dans 10 ans qu'elle était en ce moment. Ici, il s'agit d'un intervalle du temps délimité seulement à un côté. Comment expliquer ce phénomène? Bien, c'est simple, parce que le futur, même s'il est dans le passé, exprime l'idée d'un aspect inaccompli. On peut identifier le début le début du futur par rapport à maintenant ou par rapport au moment de l'énonciation, mais on ne peut pas définir la fin du futur parce qu'il se déroule vers l'infini. La délimitation doit alors, dans ce cas, s'adapter à ce caractère du futur. On a donc un intervalle du temps qui est semi-délimité. Nous observons donc un trait fonctionnel, la délimitation qui sera présent aussi dans le domaine de l'espace social. Regardons ensemble l'énoncé 1. Quand il allait à Paris, le vieux capitaine de Rênal était admis dans les salons du prince. Ici, le site salon est un objet à l'origine spatiale. Il est du type de la pièce de la maison, mais il peut renvoyer à une communauté de gens. Nous pensons par exemple des salons littéraires dans l'histoire où les hommes et les femmes lettrés des bourgeois, des personnages de la haute société se rencontrent pour une conversation. Ils forment donc un espace social interprété par le site spatial salon, le lieu de cette conversation. Cette idée est confirmée dans le second énoncé. Mais il se produit cependant au sein du salon le plus janséniste. Un jeune homme de 28 ans qui a bien gardé sa robe d'innocence. Ici, le salon janséniste fait justement référence à un groupe de gens et c'est plus clair. Et l'expression au sein d'eux qui est destinée à décrire elle aussi espace social. Donc, le fait que le site à l'origine de nature spatiale peut renvoyer de manière métaphorique à un espace social, donc à une communauté de gens, justifie cette extension de temps du domaine spatial au domaine notionnel. Et le trait fonctionnel, la délimitation, est projetée dans la notion de l'espace social et produit un sens
plus concret. On dit un sens contextuel. On délimite une communauté sociale dans laquelle un individu se situe. Donc, ça donne un sens concret de temps qui est faire partie de ou appartenir à. Nous avons présenté les deux dérivations métaphoriques grâce à la projection du trait fonctionnel délimitation. Nous présentons enfin une métaphorisation d'un autre trait fonctionnel pour les emplois du domaine du sentiment. Voyons d'abord ces trois énoncés que l'on a évoqués tout à l'heure. Un coup violent fut volé dans le ruisseau, le livre que tenait Julien. Les tours de Notre-Dame sont venus s'y encadrer, bleus et à demi effacés dans la brume de Paris. Dans sa colère, cet homme s'écriait « Quel changement !» et dire que depuis plus de 20 ans, le juge de paix passait pour un si honnête homme. Dans énoncé 1 et énoncé 2, le site « L'eau et la brume » met en séance un intérieur d'un espace à trois dimensions rempli de l'eau et de la brume. Si on dit qu'on est dans l'eau ou qu'on est dans la brume, ça signifie qu'on est entouré ou bien qu'on est enveloppé par l'eau et par la brume. Dans ce cas, ce trait géométrique à intérieur dense donne un effet fonctionnel qui est l'enveloppement. Et ce trait fonctionnel est projeté dans le domaine du sentiment. Dire qu'on est dans un sentiment, c'est dire qu'on est enveloppé par un environnement de l'affectivité. Donc ici, dans l'énoncé 3, cet homme se trouve dans un état de colère qui l'enveloppe, ce qui l'amène à produire un cri avec furie. Voilà donc un autre trait fonctionnel. Nous arrivons donc à notre conclusion pour le noyau de sens de temps. D'un côté, on a les composants géométriques comme un intérieur sans une frontière nette, et de l'autre côté, on a une frontière avec un intérieur creux ou vide. Et ces deux traits géométriques donnent deux effets fonctionnels, ce qui est confirmé par notre étude du corpus. D'un côté, on a le trait de l'enveloppement et de l'autre côté, on a le trait de limitation. Et ce trait de limitation, c'est en fait le trait, pour moi, c'est le trait plus fondamental que la fonction proposée par Vandeloise, contenir, parce que contenir, c'est une délimitation dans les trois dimensions. Pardon. Et donc, on a... pardon, je vais vous montrer l'ensemble de mes... Ah oui, c'est ici. Donc, c'est l'ensemble de mes analyses pour les emplois de temps. C'est une catégorisation des emplois du temps avec le principe de cette approche alternative. Tous les emplois spatiaux sont regroupés dans le centre parce que dans mon corpus, il n'y a pas encore le cas des emplois pour un objet site à deux dimensions. Donc ici, je mets une interrogation ici. Et autour du centre, à la périphérie, on a d'un côté des emplois métaphoriques qui ont, par exemple ici, qui ont comme sponsor des emplois au centre. Donc, ces emplois se situent plus proches du centre. Et de l'autre côté, on a des emplois métaphoriques, par exemple, ici, pour le domaine événementiel. Ou bien, oui, pour le domaine événementiel qui prend pour sponsor les autres emplois déjà métaphoriques. Donc, ces emplois-là se situent plus en marche. Voilà une approche
pardon. Voilà la méthode pour traiter la question de la signification, de la représentation de la signification de temps, et ça sera la même méthode pour représenter la signification de li. Et en fait, je viens de terminer cette représentation de li et je suis en train de conclure une étude comparative entre temps et li. Pour aujourd'hui, c'est tout. Et merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour cet exposé. Alors bon, assez technique quand même hein, sur ces notions de polysémie des prépositions. Je voulais quand même vous demander comment vous avez utilisé votre corpus. Parce que, en fait, pour récupérer l'ensemble des sens dedans, on peut très bien utiliser des dictionnaires. On n'a pas besoin forcément d'un corpus. On peut prendre plusieurs dictionnaires, récupérer tous les sens possibles qui sont répertoriés par différents dictionnaires et essayer de les faire entrer dans un schéma d'inspiration cognitive comme celui que vous avez indiqué, avec donc, cette base des emplois concrets ou spatiaux, et puis ces traits fonctionnels qui permettent des projections métaphoriques. Mais une fois que vous avez fait ça, votre corpus, il vous sert à quoi exactement ? Alors, en fait, dans une première étape, j'ai consulté des dictionnaires pour connaître la définition de temps. Mais je trouve que les sens que les dictionnaires donnent ou bien catégorisent sont un peu complexes, compliqués. D'un côté, on a des sens métaphoriques qui sont expliqués par des critères géométriques, et de l'autre côté, on a des sens géométriques qui sont catégorisés avec un principe qui me semble métaphorique. Donc, c'est dans ce cas-là, je rejette cette consultation du dictionnaire et je décide d'aller directement dans le vif terrain, d'analyser des exemples qui sont apparus dans mon corpus. Et puis, pour le côté de dictionnaire, ça me sert, par exemple, je catégorise d'abord les emplois spatiaux, temporels et métaphoriques. Et après, le dictionnaire, ça me sert à vérifier si la catégorisation métaphorique que je fais correspond bien à une vision francophone. Parce que c'est moi qui catégorise les emplois dans mon corpus. Donc, je crains qu'il y ait une différence de catégoriser les conceptions, les notions. Voilà. Oui, mais alors, comment vous avez fait à partir du corpus pour faire ces catégorisations ? D'abord, j'enlève toutes les occurrences et puis je vous montre, si vous me permettez, je vous montre Oui, bien sûr. la constitution de mon corpus. Excusez-moi, attendez un instant. Oui, peut-être qu'il faut quitter le partage. Et, voilà, quitter le partage d'écran et refaire un autre après. OK. Attendez un instant, s'il vous plaît. Et corpus. Donc, c'est moi qui constitue par moi-même un document du corpus. Non, mais c'est intéressant pour les autres étudiants. Mais à l'aide de l'application, mais à l'aide de l'application Frontext, techniquement, c'est facile d'enlever toutes les occurrences de temps. Quand vous dites enlever, vous voulez dire récupérer, en fait. Oh, récupérer, pardon. Oui.
OK, je vais partager mon corpus. Voilà, c'est mon corpus et à chaque fois, j'extrais les occurrences de temps et je mets la cible à gauche et le cycle à droite. Et pourquoi il y a de couleurs, ça me permet d'identifier s'il y a une correspondance ou pas. Et puis, s'il s'agit un emploi spatial ou métaphorique, etc. Donc, c'est à partir de ce corpus que j'ai fait et j'analyse un après l'autre, une après l'autre, les occurrences dans mon corpus. D'accord. Et donc, dans votre tableau, il y a un endroit où vous disons, vous codez les différents sites? Oui. Euh, les différents sites que je mets sur une autre application, Xmind, je vais vous montrer. C'est voilà, c'est celui-ci. Peut-être qu'il faut arrêter. Excusez-moi. C'est moins rapide. OK. OK, je vais partager. Voilà, ce sont à chaque fois, j'analyse une occurrence, je fais la sous-catégorisation ou la catégorisation des sites dans un brouillon comme ça. Et puis, je fais une analyse plus avantage pour obtenir ce que je viens de vous montrer, pour obtenir cette carte. Oui, c'est un brouillon de toute façon. D'accord. Mais en fait, oui, c'est ça. Vous avez une sorte de liste un petit peu exhaustive de tous les emplois Oui. temporels, notionnels. Oui. Donc, il me faut vérifier avec le dictionnaire si cette notion, ce domaine notionnel sont acceptés par les francophones. C'est là que je dis que j'ai d'abord le domaine du temps et le domaine de l'événement et le domaine de l'espace, le domaine du sentiment qui sont apparus aussi dans le dictionnaire. Et les autres cas, en tant qu'une non francophone, il y a des cas indécis que je ne sais pas encore comment les catégoriser. Mais pour ce que j'ai déjà catégorisé, ça représente, comme j'ai dit tout à l'heure, ça représente plus de 90% des emplois métaphoriques. Donc, je pense que ça peut m'aider déjà à conclure les traits dans mon modèle géométrique et fonctionnel. D'accord. Bon, bah, écoutez, merci pour ces précisions méthodologiques. C'est Merci beaucoup. important. J'aurais bien aimé aussi, en particulier pour les étudiantes, les étudiants qui forcément connaissent moins bien que vous le sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, aussi simplement que possible, pourquoi on peut dire que quelque chose est dans une assiette, mais on va dire sur un plateau? Parce que c'est typiquement le genre de cas qui est intéressant, parce que des approches trop simplistes qui vont dire en effet que dans signifie la notion d'inclusion, ou de contenant, contenu, avec une assiette, évidemment, on est un peu embarrassé parce que ce n'est pas effectivement une relation d'intériorité prototypique.
Mhm. Puis, du coup, on a le plateau, ou en français en tout cas, euh, parce que je pense que ce n'est pas le cas forcément dans d'autres langues. Mhm. Je ne sais pas, en anglais, Mais en chinois, on dit toujours sur l'assiette. Ben, dans ouais, la voilà. plupart. Ouais. Oui, oui. Mm. C'est une, ce trait, cette observation sera enregistrée dans mon étude comparative. Mais dans le Voilà. cas du français, selon Vandeloise, on peut utiliser cette notion de contenir pour expliquer l'expression dans l'assiette et sur le plateau. Mais avec une configuration purement spatiale, on pense que l'assiette est plus proche du plateau par rapport au forico. Mais euh, 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 pourquoi l'assiette peut apparaître comme un site de temps? Parce que il y a une autre théorie qui sont concerne, qui concerne pardon, la fonction des objets. Et donc, dans cette théorie, l'assiette, depuis son invention par l'homme, l'assiette sert à contenir la nourriture, alors que le plateau sert, pour les Français, pour nos amis français, le plateau sert à soutenir ou porter les choses. Par exemple, on dit les saucissons, les fromages ou bien les huîtres, les fruits de mer sont portés par le plateau. Donc, c'est cette fonction qui différencie les relations spatiales et donc qui décide les emplois différents des prépositions spatiales. Donc, on a d'un côté, le saucisson est dans l'assiette et de l'autre côté, le saucisson est posé sur le plateau. Mais c'est l'idée ensemble de l'aspect fonctionnel. Mais de l'aspect géométrique, on peut quand même dire que l'assiette présente une nuance avec le plateau, parce qu'il y a un moindre délimitation, une moindre frontière sur l'aspect vertical, sur l'axe vertical. Donc, voilà notre position. Même dans une expression spatiale, le saucisson est dans l'assiette. La fonction marche plus pour la justification de cet emploi de temps, mais il reste quand même l'aspect géométrique qui est là pour montrer une nuance avec le site typique de la préposition sur. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord totalement avec Vandeloise et nous ne sommes pas totalement d'accord avec les linguistes qui travaillent seulement sur la géométrie. On a ce groupe de cognitivistes qui invente ou qui crée un modèle qui est nouveau sorti destiné spécialement à décrire le sémantisme de la préposition spatiale. Donc, c'est aussi notre position qui nous semble pertinente, bien sûr. Non, mais il me semble aussi que ce qu'on voit avec ce genre d'exemple, on pourrait dire aussi, on pourrait faire le contraste entre dans un plat et sur un plateau. On est encore dans des choses presque encore plus proches. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'on voit ici que pour des objets qui spatialement, d'une manière, disons, objective, hein, purement spatiale, sont quand même très proches, parce que un plateau, d'accord, on peut l'imaginer très plat, mais un plateau, il a quand même des bords qui peuvent être relevés, etc. Donc, il y a aussi une sorte de délimitation, si l'on veut. Mais c'est là où la dimension cognitive est intéressante, c'est parce que justement la préposition présuppose une conceptualisation différente. Donc, par exemple, du point de vue fonctionnel, hein, c'est sûr que d'un point de vue purement objectif, il n'y a pas de différence importante entre une assiette, un plateau, un plat, etc. Ce sont des faces plutôt planes sur lesquelles on peut mettre des choses.
Mais justement, le fait que le français fasse un contraste entre dans l'assiette, dans le plat, sur le plateau, c'est une différence de conceptualisation d'une seule et même réalité, d'une certaine façon, enfin, ou de réalité très très proche. Et cette différence de conceptualisation, elle révèle effectivement des différences fonctionnelles. D'accord. Oui, oui, oui. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que c'est un peu technique. Alors, bon, en tout cas, merci Oui. d'avoir repris des notions de base quand même, mais voyez, ces modèles-là gagnent quand même à être connus, mais bon, c'est quand même un investissement théorique pas négligeable, hein. Je veux dire, on est loin des descriptions élémentaires de la polysémie avec un petit opérateur métaphorique par-ci, par-là. On est là dans une tentative assez exhaustive. Une chose qui pourrait être par rapport à cet exemple très classique de la préposition par Lakoff, vous savez, de la préposition over. Oui. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce type d'approche Pour moi, ce type d'approche sur over, c'est seulement pour catégoriser les sens. Et Lakoff utilise, lui, un moyen de catégorisation radiale. Et ce que je veux faire, c'est de trouver une approche. euh, pour moi, ce que Lakoff fait sur over, c'est une approche qui correspond plus à une hypothèse du premier sens. Donc, on a un premier sens et à partir de là, on obtient les autres sens de over qui me paraît un peu compliqué ou complexe. Et ce que je veux faire, c'est on apprend une approche constructiviste qui peuvent représenter la signification ou tous les sens de temps sur un niveau plus supérieur. Donc, le but de cette partie d'étude, c'est de conclure un noyau de sens, un modèle. Ce n'est pas seulement de catégoriser tous les sens. C'est à partir de cette catégorisation des sens, comme Lakoff a fait, on dégage les traits sur le niveau plus abstrait ou plus supérieur pour obtenir un schéma pour représenter le sémantisme de temps. Oui. Pour moi, c'est encore un pas plus ou moins avancé. Oui, mais dis donc. Non, mais je trouve ça tout à fait intéressant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait une question de Sabrina sur le rapport avec le symbolisme phonétique. Bah, pas tellement, je ne crois pas, là. Il n'y a pas de lien spécialement. Bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Pensez bien à m'envoyer le PowerPoint de votre présentation. D'accord, promis. Et puis, donc là, on a fait en avance, en fait, la séance de lundi prochain, puisque j'avais une impossibilité. Donc, on se revoit pour le séminaire après les vacances, hein, donc dans 15 jours, pour la prochaine séance. Voilà, alors, bon, je le redirai à une autre occasion, mais il faudra quand même bien penser parce que le temps passe et donc pour les mémoires, il va falloir penser à bien avancer, à prendre contact avec moi pour voir un petit peu où vous en êtes. Et bon, voilà, on refera un point, si vous voulez, après les vacances, hein. Voilà, alors au revoir à toutes et à tous. Merci encore. Merci. Merci à vous, merci à toutes et à Merci, tous. au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.